Dans le reste de l'actualité, plus de 2 mois après les attentats du 13 novembre, le gouvernement amplifie son action contre la radicalisation et les filières djihadistes. C'est une lutte qui passe par la casse-prison, car derrière les barreaux, le terreau est fertile aux dérives. Et à compter d'aujourd'hui, des unités dédiées à la déradicalisation vont être mises en place dans 3 prisons de France. Explication, Léa Berdugo. Lutter contre le prosélytisme islamiste, faire renoncer les détenus à des projets d'action violente, ce sont les buts des unités de déradicalisation en prison, avec un mode de fonctionnement par étapes. Premièrement, l'évaluation des détenus, une phase de diagnostic d'une durée d'1 mois. Tout est passé au peigne fin, degré de radicalité, d'imprégnation religieuse ou encore de risque de passage à l'acte. Les détenus considérés comme le plus à risque poursuivent leur détention en cellule d'isolement, ce qui présente une démarche de prise de conscience et que l'on considère sans risque de prosélytisme vont en détention ordinaire. En revanche, pour ceux qui ont besoin d'une prise en charge spécifique, direction les unités dédiées. Deuxième étape, un suivi intensif pendant 3 à 6 mois. Les détenus sont accueillis dans un quartier à l'intérieur de la prison. Ils sont en cellule individuelle. Une obligation, 6 heures de cours par semaine en partenariat avec l'éducation nationale. Par ailleurs, un suivi renforcé des détenus est assuré par des éducateurs, psychologues et employés de l'administration pénitentiaire. Une première expérience de ce type est menée depuis 10 mois à Osny et Fleury-Mérogis. Un programme s'adresse à des volontaires. Avec ces unités dédiées, pas question de volontariat. Le programme est obligatoire. Aucune remise de peine n'est envisagée en échange de la participation des détenus. Et en ligne avec nous, une personnalité qui participe à son échelle à cette dynamique de déradicalisation des prisonniers. Le rabbin Guy Benarous, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors je rappelle que vous avez été victime de l'attentat de la rue des Rosiers. Aujourd'hui, vous militez pour le vivre ensemble. On parle en France de déradicalisation dans l'univers de la prison. Vous-même, vous rendez régulièrement visite à des détenus radicalisés. Qu'est-ce que vous leur dites? Quel message vous voulez leur faire passer? Alors, j'interviens sur 3 thèmes auprès de l'Association française des victimes du terrorisme, qui s'appelle l'AFVT. Puisque, comme vous l'avez dit, j'ai été la victime la plus jeune en France du terrorisme en France, puisque j'ai été victime de la rue des Rosiers, où j'avais été blessé par une balle qui m'avait pulvérisé ma jambe. J'interviens en prison aujourd'hui dans le cadre de conférences qui s'appellent « Si on écoutait la parole des victimes ». Et donc j'interviens avec ma kippa. Et en général, face à un public il y a environ entre 80 et 100 personnes qui viennent écouter les conférences, des fois un peu moins. Et d'abord, je leur raconte mon histoire et je leur raconte aussi le fait que je participe à un projet à Bussy-Saint-Georges, donc qui est dans l'est de Paris, pas loin du parc de Disneyland, dans une ville qui s'appelle Bussy-Saint-Georges, où cette ville a une double particularité. La première, c'est qu'elle est jumelée avec une ville israélienne qui s'appelle Kiryat Ekron et Daliat HaKarmel, qui est une ville druze. Et le deuxième, c'est que dans cette ville, il y a une expérience unique au monde de vivre ensemble depuis plusieurs années. Alors justement, le vivre ensemble, c'est le cœur de votre message. Vous militez pour le vivre ensemble. Comment vous êtes accueillis sur place? Vous le dites, vous arrivez avec votre kippa. Qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous changez le destin? Comment vous espérez en tout cas changer le destin de ces détenus qui peuvent se radicaliser en prison? Alors la première chose, c'est que d'abord ils sont très surpris parce que je pense que c'est la première fois qu'ils parlent avec quelqu'un en kippa et c'est la première fois que des préjugés peuvent tomber. Et quand je dis des préjugés peuvent tomber, c'est-à-dire que des fois on me demande si je suis dans la finance ou si je suis dans les banques ou quel est mon métier. Et quand j'explique que je travaille avec des personnes âgées, que je gère des richesses bien plus importantes puisque je travaille avec des personnes âgées de différentes confessions, là il y a une espèce de silence et on me dit effectivement vous avez une approche qui est différente de ce que eux peuvent avoir comme préjugé là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que pour la première fois, ils parlent avec quelqu'un avec une kippa, sans aucun tabou, puisqu'on parle de tout. On tient une conférence qui dure à peu près 3 heures, donc qui est en live, c'est questions-réponses. Comment vous en êtes arrivé là, Guy Benarous? Pourquoi ce combat? On l'a dit, vous avez une trajectoire particulière. Vous avez été vous-même victime du terrorisme. Parce que si aujourd'hui, on ne prend pas le temps de parler aux gens,
si aujourd'hui on laisse les gens dans leur précaré, entre guillemets, alors effectivement, on arrive à des espèces de ghettos et des ghettos de la pensée dans lesquels les gens vont rester. En gros, les Juifs sont les méchants, les Arabes sont les gentils, les Arabes sont les gentils, les Juifs sont les méchants, ou vice-versa. Et on va arriver dans un monde où chacun va dire « moi je vais très bien parce que le problème c'est l'autre ». Et si je considère que l'autre est mon problème, alors effectivement j'ai un gros problème. Merci beaucoup pour cette réaction, ce témoignage sur notre antenne, Guy Benarous.